Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'aviation syrienne mène ce dimanche de nouveaux raids sur Ersal. Bilan au moins 2 morts et plusieurs blessés. De l'autre côté de la frontière, l'armée syrienne prend le contrôle de la ville rebelle de Yabroud. Ce dimanche 16 mars, 1,5 million d'électeurs de la province ukrainienne de Crimée sont appelés à voter sur leur rattachement à la Russie. Les Européens et les Américains ont prévenu qu'ils ne reconnaîtront pas le résultat du vote. Et à suivre également dans ce journal, un nouveau face-à-face entre manifestants et policiers à Caracas au Venezuela et de nouvelles menaces du pouvoir. L'armée syrienne a pris ce dimanche le contrôle de la ville stratégique de Yabroud, dernier bastion rebelle dans les montagnes de Kalamoun. C'est près de la frontière libanaise. Des combats acharnés avaient encore lieu hier dans ce bastion rebelle de la province de Damas. Mais la supériorité de l'armée syrienne, aidée par le Hezbollah libanais, ne fait aucun doute. De nombreux chefs militaires rebelles ont été tués, dont le numéro 2 du front Al-Nosra, la branche d'Al-Qaïda d'Abu Azam el-Kouaiti. Des unités rebelles ont opéré un retrait vers Talfita et Rankous, les 2 dernières bourgades encore aux mains des rebelles dans cette région montagneuse. Et de l'autre côté de la frontière, au Liban, l'aviation syrienne a mené ce dimanche un nouveau raid sur Ersal, la cible des combattants de l'opposition. Plus tôt dans la journée, l'armée de l'air du régime Assad avait effectué 3 raids sur la même région. Ces raids qui ont fait au moins 2 morts et plusieurs blessés. Toujours à Ersal, l'armée libanaise a arrêté ce dimanche un groupe de Syriens en possession d'armes et de munitions. La troupe a en outre ouvert le feu sur une camionnette qui a refusé de s'arrêter à un barrage d'Ersal. 13 personnes, dont un soldat, ont été tuées ces dernières 48 heures à Tripoli, au Liban Nord, toujours secouées par des violences liées au conflit en Syrie. Les heurts qui ont fait plus de 56 blessés ont éclaté jeudi entre les quartiers de Jabal Morsen et de Bab et-Tebene. Samedi, un soldat a été tué et 5 autres ont été blessés par des tirs de roquettes et d'obus visant à moins d'1 heure d'intervalle 3 véhicules de la troupe dans la région de Maloulé. L'armée continue de répondre aux sources de tir. Le président Michel Sleiman a dénoncé le regain de tension à Tripoli et appelé au dialogue et au maintien des liens de communication entre les différentes factions. Ce dimanche 16 mars, 1,5 million d'électeurs de la province ukrainienne de Crimée sont appelés à voter sur leur rattachement à la Russie. L'enjeu majeur de ce vote sera donc non pas le résultat, puisqu'il semble connu d'avance, mais la participation. La totalité des votants sont des Ukrainiens russophones et pro-Kremlin. Les autres, les Ukrainiens d'origine et les Tatars, ont appelé au boycott du scrutin et ne sont pas venus voter. Les Européens et les Américains ont prévenu qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat du vote. Et pour décrypter l'actualité en Crimée notamment, avec nous en ligne Roger Hédé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, monsieur Hédé. Monsieur Hédé, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Hédé? Alors apparemment, nous avions un petit souci technique. On marque une pause. On se retrouve donc tout de suite après cette pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. La reprise des livraisons de fuel d'Israël à Gaza est effective depuis ce dimanche après-midi 16 mars. Objectif, alimenter l'unique centrale électrique de l'enclave palestinienne. L'usine avait cessé de fonctionner hier, faute de carburant. Le point de passage de Kerem Shalom entre Gaza et Israël ouvre à nouveau ses portes ce dimanche pour permettre la livraison de marchandises. 200 000 litres de fuel pour la centrale, ainsi que de l'essence pour les véhicules et aussi du gaz domestique. Malgré des recherches intensives, il n'existe toujours aucune trace physique du vol MH370 disparu il y a 8 jours. La coopération internationale se renforce car la Malaisie lance un vaste appel à l'aide. Les pays participants aux recherches passent de 14 à 25, dont la France qui envoie plusieurs experts. Le domicile du commandant de bord a été perquisitionné hier par la police. Le Boeing a sans doute été délibérément dévié de sa trajectoire, a indiqué le chef du gouvernement malaisien Najib Razak.
D'après les enquêteurs, quelqu'un a éteint les systèmes de communication et de repérage de l'avion et a fait faire demi-tour à l'appareil qui a ensuite volé pendant près de 7 heures avant de disparaître. Ces déclarations ont nourri un peu d'espoir parmi les familles des 239 personnes qui étaient à bord du Boeing 777, notamment à Kuala Lumpur, où les prières leur apportent un peu de réconfort. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un nouveau face-à-face entre manifestants et policiers à Caracas, au Venezuela, et de nouvelles menaces du pouvoir. Les autorités vénézuéliennes cherchent à mettre fin au mouvement de protestation lancé il y a un mois contre l'insécurité et les pénuries. La répression a déjà fait 28 morts et près de 400 blessés. Le président Maduro menace d'envoyer ses troupes sur les protestataires, notamment à Caracas. Washington a dénoncé l'attitude du président vénézuélien et menace Caracas de sanctions. Robert Fico a bien remporté le premier tour de l'élection présidentielle en Slovaquie hier avec 28% des suffrages. Le Premier ministre sortant affrontera l'indépendant Andrej Kiska au second tour de la présidentielle le 29 mars. Ce millionnaire philanthrope dit défendre les électeurs déçus par des scandales de corruption qui avaient éclaboussé la droite slovaque fin 2011. Et quelques 6,7 millions de Serbes sont appelés aux urnes pour renouveler leur parlement. Des législatives anticipées que les conservateurs au pouvoir devraient remporter. Les sondages leur donnent un bon score, 44% des intentions de vote. Au total, 6 coalitions et partis devraient se partager les 250 sièges du Parlement. Les premiers résultats sont attendus dans la nuit. 45 toiles, des chefs-d'œuvre venus du monde entier, autant de tableaux de Van Gogh réunis à Paris. On n'avait pas vu ça depuis 60 ans. Certaines des toiles n'ont même jamais été exposées. Du 11 mars au 6 juillet, le musée d'Orsay permet de redécouvrir les tableaux d'un homme dont la légende a trop souvent supplanté l'œuvre, la réduisant à l'expression de sa folie. 5700 personnes sont venues admirer les chefs-d'œuvre le premier jour de l'ouverture. Et pour les accompagner, des textes de l'acteur et poète Antonin Artaud, intitulé Van Gogh, le suicidé de la société. L'exposition présente 45 tableaux et 7 dessins du peintre d'origine hollandaise. Il s'agit déjà de la première exposition organisée sur ce sujet, pour laquelle on a réuni un nombre absolument extraordinaire de Van Gogh, puisqu'on a 55 œuvres de Van Gogh, dont 45 tableaux, alors que la plupart des rétrospectives ou des expositions sur un sujet particulier rassemblent autour de 30 tableaux de Van Gogh. Donc c'est une exposition qui fera date déjà par la qualité et la quantité des œuvres rassemblées. Le texte d'Artaud est très intéressant puisqu'il va à l'encontre de toutes les idées reçues sur Van Gogh et surtout à l'encontre d'une thèse parue à l'époque sur le diagnostic de la folie de Van Gogh. Et Artaud, lui, écrit « Mais non, Van Gogh n'est pas fou. Il a été poussé au désespoir et au suicide par la société qui a refusé son œuvre. » Donc ça, c'est une thèse formidable, puisque à partir de là, il va accuser les personnes qui ont poussé Van Gogh au suicide et la société tout entière. Je pense que les émotions qui nous étreignent sont des émotions humaines. C'est pas l'angoisse, c'est les artistes qui portent notre angoisse, c'est l'angoisse de la société de leur époque, et dans lesquelles on peut retrouver aussi les angoisses contemporaines, mais ils nous montrent surtout comment on peut les dépasser à travers l'art. Et je crois que c'est une grande aide, au contraire. Ça ne sert à rien de gommer les interrogations qui sont tout simplement humaines ou nos aspirations. Il faut juste les montrer d'une façon la plus belle possible. Et les artistes sont là pour nous aider. Alors, retour avec Roger Hédé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, monsieur Hédé. Bonsoir. Alors, nous allons ensemble décrypter l'actualité en Ukraine. Ce référendum aujourd'hui en Crimée, l'Union européenne et les États-Unis voient ce référendum comme une couverture pseudo-démocratique de l'annexion éclair de la Russie. Oui, en réalité, ce n'est pas un référendum, c'est un plébiscite à la stalinienne. C'est un fait accompli déjà. Ce n'est pas le premier. Seulement, là, c'est un précédent qui est gravissime. La communauté européenne et la communauté internationale doivent contenir M. Poutine, parce que ce précédent peut jouer aussi dans le cas des Chinois, où à travers l'Asie, vous avez des présences chinoises qui peuvent justifier de l'île de Taïwan jusqu'en Malaisie de l'interventionnisme chinois.
Le même problème se pose avec les Turcs dans les régions où il y a des Turcs à l'est de la Russie et à l'est du Proche-Orient. Donc là, nous parlons de l'ordre international. Malheureusement, la faiblesse et les hésitations du président des États-Unis ont encouragé le président Poutine à jouer à Ivan le Terrible. Nous avons aujourd'hui Poutine le Terrible, alors qu'on attendait d'avoir du fils de Saint-Pétersbourg, Pierre le Grand. Pierre le Grand qui a réussi le grand développement de la Russie grâce à son ouverture à l'Occident. La punition sera sans doute très dure pour la Russie à terme, mais rien ne peut être fait pour ce qui est de la Crimée. C'est déjà un cas en plus de 4 ou 5 situations qui se sont développées. Le secrétaire des États-Unis, le secrétaire Kerry, a essayé par tous les moyens, durant la rencontre de la semaine dernière, de proposer une autonomie beaucoup plus grande à la Crimée. Malheureusement, ça a été refusé. Le fait qu'il y ait 8 millions, et effectivement il y a 8 millions de Russes en Ukraine, mais il y a aussi 11 millions d'Ukrainiens en Russie. Donc là, nous sommes entrés dans une phase d'une guerre de rétablissement de l'Empire, et cette guerre de rétablissement de l'Empire n'est pas encore une guerre froide, mais oui, elle peut dégénérer à n'importe quel moment. Mais Monsieur Hédé, quel avenir donc pour les Tatars, notamment de Crimée, ces minorités? Les Tatars, ils vont rester là, ils vont devenir probablement un problème plus grand, car les Tatars, ils avaient été déplacés par Staline vers d'autres régions de la Russie, et dans un seul déplacement, 200 000 personnes ont été mises dans des trains, 100 000 sont arrivés. Donc le ressentiment et la haine, ils étaient envoyés dans la région de la Sibérie. Donc cette haine tartare musulmane à l'égard du russe blanc chrétien orthodoxe pur et dur ne peut qu'encourager des situations inquiétantes comme celles que nous avons connues dans la résistance de l'Afghanistan à l'Union soviétique et qui a finalement abouti à l'effondrement de l'Union soviétique. Alors, les Tatars, pour le moment, j'espère qu'ils ne vont pas aller dans cette voie, que les choses vont être contenues, car nous n'avons aucun intérêt à ce que chaque minorité, comme la minorité kurde ou la minorité balouche, mais on parle de grandes minorités, les balouches sont 53 millions à 56 millions distribués entre l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan. Les Kurdes, ils sont aux environs de 50 millions distribués entre l'Iran, la Syrie, oui, l'Irak et la Turquie. Oui. Donc, là, nous sommes en train d'ouvrir une Pandora Box, donc une boîte de Pandore qui risque de déstabiliser l'ordre mondial. Il est très important que la communauté internationale, européenne et États-Unis, sanctionne suffisamment et sérieusement Poutine pour décourager ce genre de comportement impérial. Oui. Monsieur Hédé, en 30 secondes uniquement, s'il vous plaît, veuillez commenter avec nous justement la prise de Yabroud aujourd'hui en Syrie, cette dernière ville rebelle proche de la frontière libanaise. Non, le vrai combat, c'est entre Yabroud et Arsal. Le vrai combat, c'est dans les montagnes. La ville était assiégée depuis longtemps et elle ne pouvait que tomber. C'était déjà dans les cartes. Je ne sais pas pourquoi il a fallu que la conquête d'une colline au nom de Saint-Maron soit le symbole de la chute de Yabroud, mais la chute de Yabroud n'est pas plus qu'une phase dans une guerre sans fin. Pour le moment, il y a une offensive qui se prépare de la part de l'opposition, il y a une restructuration des armées de l'opposition et au sud, dans la région frontalière à la Jordanie et à Israël, oui, et dans le nord avec des chefs qui sont en train de préparer, avec un soutien international et arabe, oui, des offensives qui vont encore changer la carte. Roger Hédé, chef du Parti de la Paix, merci pour vos éclairages.
Et c'est sur cette note que l'on se quitte. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'aviation syrienne mène ce dimanche de nouveaux raids sur Ersal. Bilan au moins 2 morts et plusieurs blessés. De l'autre côté de la frontière, l'armée syrienne prend le contrôle de la ville stratégique de Yabroud, dernier bastion rebelle dans les montagnes de Kalamoun. Ce dimanche 16 mars, 1,5 million d'électeurs de la province ukrainienne de Crimée sont appelés à voter sur leur attachement à la Russie. Les Européens et les Américains ont prévenu qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat du vote. Un nouveau face-à-face entre manifestants et policiers à Caracas au Venezuela et de nouvelles menaces du pouvoir. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous suivre également sur Internet et sur notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon début de semaine à toutes et à tous.